Bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour monsieur Nicolas Schmitt, ancien commissaire à la Commission européenne. Bonjour monsieur Maurice Bauer, député premier échevin de la ville de Luxembourg. Bonjour chers élèves. Quel plaisir pour l'Association des rencontres européennes de Luxembourg d'être accueillis une nouvelle fois à l'Athénée. Merci, monsieur le directeur Heiser. Votre établissement a traversé allègrement les temps souvent difficiles depuis ses origines en 1603. Il est source de savoir et d'éducation pour 1700 élèves actuellement, après avoir formé au fil des générations la plupart des hommes dont l'histoire luxembourgeoise se souvient, y compris Robert Schuman, ainsi que nos grands Européens, comme, la liste serait longue, Pierre Werner et Victor Botson. Je ne pouvais malheureusement pas inclure les meilleures des femmes dans ma phrase, car dans notre pays, l'enseignement secondaire et en conséquence universitaire était refusé à la gente féminine jusqu'au début du XXe siècle. La loi du 11 juin 1911 a certes créé un système scolaire supérieur pour les jeunes filles, mais dans les premiers lycées, Limpotsberg et Esch, on continuait de suivre la conception traditionnelle des rôles et il aura fallu attendre la loi du 10 mai 1968, pour assister à l'éclosion de la coéducation des garçons et des filles et des possibilités d'études égales pour les deux sexes. 1968. L'Athénée, qui nous paraît tout naturellement mixte aujourd'hui, aurait sans doute formé non seulement l'un ou l'autre père de l'Europe, terme consacré, mais aussi l'une ou l'autre mère de l'Europe, terme qui n'existe nulle part, fait révélateur des mentalités dans le monde de l'après-guerre, celui de la naissance de l'Europe contemporaine. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde est lent à apparaître et c'est dans ce clair-obscur qu'agissent les monstres. Qui parle ? Mais c'est Antonio Gramsci, 1891-1937, philosophe, écrivain, théoricien politique, intellectuel marxiste, communiste, emprisonné en 1926 par Mussolini jusqu'à sa mort 11 ans plus tard. Il ne connaissait évidemment pas nos temps qui courent, mais dans les siens, les années 20 et 30 notamment, il y avait lieu de s'inquiéter, comme aujourd'hui. Le vieux monde qui meurt sous nos yeux n'est pas si âgé que ça, ai-je écrit récemment après l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche de Washington. Le vieux monde est né en 1945, avec l'ONU et Bretton Woods. Il fleurissait après 1889, chute du mur de Berlin. Mais l'Occident se fane maintenant comme épuisé. Ailleurs, on ne veut plus de ses valeurs universelles ni de sa communauté internationale. La multipolarité exigée par la Chine, la Russie, l'Inde est promue par la Turquie, le Brésil, l'Afrique du Sud, les États du Golfe poussent les États-Unis à se replier sur eux-mêmes et sur les Amériques, Groenland compris. Demain, dans une génération ou deux, quand les nouveaux rapports de force militaires, économiques et politiques seront établis, la phase du clair-obscur fera place à celle de la lumière crue. Comment apparaîtra-t-elle sous cette lumière l'Europe désunie souvent, qui dans les années décisives 1950-2025, nous en fêtons les 75 ans, avait cru pouvoir refuser l'évidente obligation de se fédérer pour rester capable d'orienter le cours de l'histoire contemporaine. Comment verra-t-on alors, sous cette lumière, les gouvernements in fine non européens
parce que bêtement français, Deutsch, Belge, Luxembourg, etc., à l'heure des choix géopolitiques. Question qui ne devrait pas détourner aujourd'hui l'observateur partisan d'une Europe capable de traiter d'égal à égal avec qui que ce soit, fût-ce un monstre rôdant dans le clair-obscur. Il y a lieu, en effet, de trouver vite les réponses adéquates aux questions qui tourmentent les populations troublées par les incertitudes, qu'elles soient réelles, latentes ou ressenties. Tout tourne autour d'un besoin fondamental de l'être humain, la sécurité. La sécurité, terme utilisé ici dans son acception pure, absence de risque et à défaut minimum de risque. Ce minimum inclut la paix, la sécurité, le droit, la protection, la propriété, les revenus suffisants, la santé, l'ordre, la quiétude, la confiance, le progrès, la perspective d'une vie meilleure pour les enfants. Quand la peur de perdre, justifiée ou non, s'installe durablement dans une communauté, cette dernière a tendance à se replier, à se fermer, comme le font désormais maints pays européens où le vote démocratique a porté au pouvoir, la droite dure, radicale, mobilisant les laissés-pour-compte et les classes moyennes frustrées contre trop, d'immigration, trop, de réformes sociétales, trop, d'Europe. Fermons les frontières, je mets cela entre guillemets, bien entendu, cette phrase. Enfermons-nous, cela marchait dans le passé, il n'y a qu'à s'organiser pour que ça marche dans le futur. Comme si c'était aussi simple. La démocratie parlementaire est fragile, comme on a pu le constater dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Je parle de la période 1920-1939. Souvenons-nous, régime soviétique stalinien dans la jeune URSS, régime nazi, nationaliste, antisémite et raciste en Allemagne, régime fasciste en Italie, en Espagne, au Portugal, austrofascisme en Autriche, dérives autoritaires et corporatistes, même au Luxembourg. Tout cela sur fond de crise, voire de ruine économique. La France démocratique, mais l'était-elle, refusant le droit de vote aux femmes? Et le Royaume-Uni démocratique paraissait bien faible devant les puissances totalitaires de l'Axe et leurs alliés. Elles étaient bien faibles jusqu'à l'intervention des États-Unis à leur côté sur le front occidental. La leçon à tirer des années 1920 et 30 est que la démocratie, pour résister au populisme et aux extrémismes, pour ne pas tomber aux mains des démagogues et ou des brasseurs d'affaires, a besoin de l'appui des électeurs éclairés, dotés de l'esprit critique indispensable pour discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, le durable de l'éphémère, l'intérêt général de l'intérêt particulier, la solidarité de l'antagonisme, l'accueil du rejet. Notre réunion de ce jour, je m'interromps pour saluer M. Angel, qui fut vice-président du Parlement européen et qui est toujours l'un des ténors de ce Parlement européen aujourd'hui. Bonjour. Donc, je reprends l'accueil, il faut séparer l'accueil du rejet. Notre réunion de ce jour a pour objet de faire l'état des lieux pour déterminer les sources du mal, le mal étant l'érosion de l'esprit critique. Et pour indiquer les pistes du redressement, qui passera par la prise de conscience du problème et par la stimulation de l'intérêt pour les choix politiques. Hier, les élèves de cet Athénée ont cerné dans 3 ateliers des points forts du sujet. Ne vous laissez pas tromper par les chiffres. Je vois quelque chose que tu ne vois pas. Le buzz autour de l'intelligence artificielle, tout ce qu'il faut savoir. Ils nous présenteront leurs observations et conclusions, lesquelles seront, pour nous, une mine d'informations et de recommandations. Aujourd'hui, nous entendrons d'éminents intervenants, dont le ministre de l'Éducation nationale,
le recteur de l'Université du Luxembourg et notre modérateur Eddy Kakelbergs, bien connu de la radio-télévision belge, introduira messieurs Baudouin de Charneux, André Malzer, Madame Khartoum Mahmoudi, messieurs Arnaud Mercier, Dieter Schlenker, Jens Kreisel, Claude Maisch, William Audureau et Ludovic Dalepine qui, je vous le garantis, piqueront votre curiosité et vous mobiliseront. L'approche voulue par les organisateurs est multidisciplinaire. Philosophie, politique, société, enseignement secondaire et supérieur, médias, histoire européenne, archives européennes. Point important. Permettez-moi d'ores et déjà, et je m'approche de ma conclusion, de nommer les partenaires qui, en nous soutenant, ont rendu possible l'organisation des 27e rencontres européennes. Je cite l'Athénée qui nous regarde du haut de ses 4 siècles d'enseignement, paraphrase évidemment. Je cite Europe Direct, émanation de l'Université du Luxembourg, Europe Direct qui présente cette exposition intitulée « Une Europe graphique ». Je cite le ministère de l'Économie et la Direction générale du tourisme ainsi que Luxembourg Let's Make It Happen, la ville de Luxembourg, le Grand Orient de Luxembourg, l'association belge La Pensée et les Hommes, Be Secure, la fondation ZPB, donc Centre pour l'éducation politique, sans oublier le Cercle Cité, le Centre culturel des rencontres de l'abbaye Neumünster, l'Institut Pierre Werner, l'Association européenne de la libre pensée, l'Hôtel français, et enfin nos donateurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous le saviez, j'ai envie de M. Bauer à nous rejoindre, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un tableau célèbre de Salvador Dali, il en a fait beaucoup. Il y en a un qui est célèbre, qui s'appelle Les Montres Molles, vous savez, où les heures coulent de manière très différenciée. Je pense qu'avant la fin de la journée, je vais offrir quelques reproductions à un certain nombre de nos intervenants. Je vous en prie. Voilà. Je me permets, au nom de la ville de Luxembourg, ici d'exprimer ma fierté d'être aujourd'hui parmi vous pour lancer ces débats, parce que la ville de Luxembourg est une ville européenne. C'est une des capitales européennes et en tant que telle, nous sommes plus que contents de pouvoir, j'espérais qu'il y aura de bonnes discussions sur former à l'esprit critique pour renforcer la démocratie. C'est énormément important dans un pays qui vit de la richesse de cette Europe, qui vit de la diversité de cette européenne. Et c'est pourquoi je crois que nous, en tant que ville de Luxembourg, nous resterons toujours un partenaire privilégié pour les rencontres européennes. Je dois d'ailleurs féliciter les organisateurs des rencontres européennes et aussi la direction de l'Athénée, parce qu'aujourd'hui, c'est la 2e année consécutive où les rencontres européennes sortent à l'extérieur. Je me rappelle, j'accompagne ces rencontres depuis de longues années avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt, mais je dois dire, je ne peux que vous féliciter pour cette décision d'aller à la rencontre des jeunes, d'inclure les jeunes qui sont le futur de notre pays, de notre Union européenne, et c'est pourquoi je suis très très content aussi de voir mon ami Marc Angel ici dans la salle, comme l'ancien commissaire Nicolas Schmitt, qui aussi représente quand même ce dynamisme de cette Europe. Aujourd'hui, l'Europe a besoin d'un aspect critique, et je terminerai là-dessus parce que je vois déjà la pression du modérateur. J'aimerais lancer 2 aspects dans la discussion. Si on parle de former à l'esprit critique pour renforcer la démocratie, j'étais particulièrement effrayé cette semaine par beaucoup d'explications du nouveau président américain, mais particulièrement celle où il a commencé à dire ouvertement que CNN et d'autres grands médias américains sont à ses yeux illégaux parce qu'elles sont critiques envers ces trucs. Et
C'est pourquoi je me fais un peu de soucis pour notre ami représentant du Monde, rédacteur. Si cela arriverait aussi en France ou en Europe, vous auriez un peu de risque pour votre futur professionnel. Mais en effet, c'est effrayant si un président américain peut librement dire des choses comme ça dans un monde aujourd'hui. Le deuxième exemple que j'aimerais citer, j'ai 2 enfants adolescents qui ont suivi les récentes élections en Allemagne, beaucoup sur TikTok. Ça m'effraie un peu. Et je veux simplement lancer ces 2 exemples dans la discussion pour la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite excellente discussion. Malheureusement, mes obligations m'obligent de partir assez vite, mais je vous souhaite, au nom de la ville de Luxembourg, de très bonnes discussions fructueuses. Et je me permets d'ores et déjà de vous inviter au vin d'honneur qui aura lieu à la fin de la journée. Donc, il faut d'abord un peu travailler avant d'avoir mérité le vin d'honneur. Bonne chance, bonne discussion et merci beaucoup. Bonne journée.